Salut, c'est Loïc et je suis toujours au flip pour vous présenter Agartha. On va interviewer les deux auteurs d'Agartha qui sont Jérôme, c'est lequel? C'est celui-là. Et Jérôme. Nicolas. Jérôme et Nicolas, ok. Donc bonjour Jérôme, non bonjour Jérôme, bonjour Nicolas, on va y arriver. Vous êtes là au flip pour présenter votre premier jeu. Premier jeu en commun, édité, effectivement. Ok, premier jeu qui se retrouve sur l'étalage des joueurs en commun. Parce que l'un de vous a déjà sorti un jeu édité tout seul. On a tous les deux sorti des jeux déjà édités. Alors, Ok. On a tous les deux des protos, on bosse ensemble depuis 7 ans sur nos protos communs. Ok. Donc Agartha est le premier jeu et on a chacun fait des jeux. On a chacun. Ok. Et vous avez édité chacun des jeux déjà. C'est exactement ça. Je peux avoir les noms comme ça fait des refs. Alors moi c'était Canaille il y a 12 ans, Canaille édité chez. chez Paille Édition. Ok, chez Pas Édition. Et toi Alors Jérôme? moi c'est une co-création, Pas de pitié pour les monstres chez Helvétique qui est sorti il y a environ 2 ans. Et Colorobo, c'est une co-création aussi. Donc j'ai co-créé avec ma femme et ma fille. Colorobo qui est sorti chez Superlude en print and play. Agartha du coup qui est chez 404 Board C'est ça, tout à fait. Édition. Comment ça s'est passé du coup? Vous avez commencé à bosser dessus depuis 7 ans, c'est ça que tu me disais? Alors ouais, Jérôme? c'est ça. En fait, la création du jeu, ça date d'il y a 7 ans. En fait, on a une dynamique de jeu, si tu veux, qui était de présenter un prototype à l'espace Jeux de demain au festival L'Alchimie à Toulouse. Ouais. Et donc, en fait, chaque année, on a ce moteur qui est de présenter un jeu à cet espace-là. Et en fait, Agartha, qui ne s'appelait pas Agartha à l'époque, c'était un de nos premiers jeux présentés, peut-être 2 ou 3, c'est ça. Et voilà, donc on l'a présenté, il n'était pas du tout sous cette forme-là. Quand on est créateur de jeux, on voit un peu comment les jeux peuvent évoluer. Bien donc sûr. il a une forme qui était complètement différente. Il a évolué, on l'a repris très sérieusement il y a 2 ans. On était en recherche d'éditeur, on l'a repris très sérieusement il y a 2 ans et on a modifié complètement la structure. Hop, il y a du vent. Il y a du vent, Agartha s'envole. C'est la canicule et la tempête en même temps. Là, c'est un peu compliqué. On a galéré pour créer un espace clos C'est ça. protégé C'est ça. du vent. C'est ça. Donc Et les paquets de cartes sont en tas pour se protéger du vent. Avant de taper plutôt sur l'évolution du jeu, est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept, comment ça marche? Nous, on a déjà fait une partie hier. Je crois que j'ai fait un score honorable, mais j'ai quand même perdu. Tu as fait un score tout à fait honorable pour une première partie, c'est ça. Et s'il y a des gens qui nous regardent qui ne savent pas du tout à quoi ressemble le jeu, donc est-ce que tu peux nous pitcher un peu le concept sans rentrer dans les détails des règles? Nico, est-ce que tu veux faire un peu le pitch? Alors c'est un jeu de collection et d'optimisation, dans le sens où on va avoir 3 jetons d'enchères qu'on va pouvoir disposer sur un marché, donc avec des différentes petites tuiles qui sont comme ça. Chacun a sa couleur, chacun a 3 jetons. Et en fait on va gagner systématiquement des lots de 2 cartes. Par exemple 2 cartes ici. Et ces cartes-là vont être réparties aux alentours d'un plateau personnel qui est ici. Mais la difficulté va être que les 2 cartes doivent être placées sur une même zone et que chaque carte ne va pas forcément à l'endroit où elle chiffre. Et donc en fait il va falloir, en jouant avec des actions liées aux jetons et donc qui vont priver des enchères, disposer les cartes et les déplacer pour arriver finalement à faire le meilleur chiffre possible pendant la partie. C'est ça. Si je récapitule un peu moi la partie d'hier, on va avoir des jetons qui ont une valeur et un effet d'un côté et une face cachée pour pas qu'on voit ce que ça fait de l'autre. On va les jouer face cachée sur des petits boards comme ça où il va y avoir des petites cartes terrain ou personnages ou objets, etc. Il y a différents types de cartes. Différents types de cartes sur lesquelles on ne va pas rentrer dans le détail. On va miser pour essayer d'avoir les cartes qu'on veut ou pour pouvoir les changer de place et activer des effets. Et le but, ça va être de les placer là-dessus, comme l'a dit notre cher ami auteur. Et toute la difficulté, ça va être de les organiser et de les redéplacer pour qu'elles fassent un maximum de score là-dessus, Dans un minimum de tours. dans un minimum de tours. Et là, ça parle, du coup, ça se passe dans quel univers actuellement le jeu? Alors le jeu dans cette version-là, dans notre version éditée, en fait c'est un jeu dans un univers viking où on va faire donc la meilleure collection de cartes possible pour être digne de notre aïeul qui s'appelle Rolnir, d'ailleurs qui nous a laissé son testament. Et le testament de Rolnir c'est important dans le jeu parce qu'en fait c'est celui qui permet de départager les égalités. Voilà. Donc c'est un thème viking qui est plutôt bien illustré et qui est assez immersif en fait. Voilà. Donc on a des belles cartes paysages, des cartes personnages. L'illustrateur s'est fait plaisir sur des cartes personnages très très variées.
avec des têtes, voilà. Et on a évité, l'illustrateur a intelligemment évité les casques à cornes. Voilà. Mais du coup, il n'y avait pas de casque à cornes du coup chez les Vikings, c'est Mais ça? bien sûr que non. Ah, l'erreur historique. Du coup, l'histoire, c'est que on a un testament et qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça, il y a une narration quand même à travers cette idée d'avoir quelque chose au centre et ce système de pari, ça raconte quelque chose? Ouais. Ou alors c'est purement mécanique et C'est de toute manière le très thème est collé dessus. très mécanique, on va pas se voiler la face, ça reste un jeu, voilà. Mais effectivement, l'imaginaire, c'est... En fait, l'imaginaire juste précédent, c'était un monde post-apocalyptique, mais pas sombre. C'est-à-dire qu'en fait, on fouille dans une ville perdue, et donc là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'on va s'équiper, c'est ce que montre finalement la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller vers un monde meilleur. Et là, le monde meilleur, en fait, c'est le monde perdu d'Agartha, qui est un monde imaginaire et qui est un monde onirique et qui est un monde meilleur pour nous. Et en fait, on va essayer de trouver les cartes pour rentrer dans ce monde-là. Mais des cartes, la fameuse carte du monde perdu d'Agartha, vous ne le verrez pas dans le jeu. Donc en fait, c'est un peu une mise en abîme. Les cartes qu'on va collecter, ce sont tout simplement les cartes du jeu. Donc ouais, il y a un côté assez... même si c'est un univers de joueurs, un univers assez fouillé, ça reste un univers assez onirique, quoi, en fait. Ok. Enfin, on l'espère comme ça, L'idée, en c'est tout cas. aussi de retrouver les traces, les paysages qu'on traverse, C'est ça, tout qu'a à fait. traversé Rolnir, de retrouver les rencontres qu'il a pu faire, etc. Essayer de se dire ça correspond à des indices qui vont me permettre de retrouver ces traces-là et donc de retrouver ce Tout à paysage. fait. C'est pour ça que les deux cartes principales du jeu, ce sont des personnages, les rencontres qu'on va faire, et des paysages pour en fait accumuler le plus de paysages possible pour pouvoir cheminer finalement vers le monde perdu d'Agartha. Donc là, on t'a fait un pitch un peu complet en fait sur l'univers du jeu, quoi. Ok. Donc le joueur qui gagne, c'est le joueur qui arrive à trouver l'univers d'Agartha quelque part. Exactement, et qui est donc digne en fait de cet aïeul qui était Rolnir. Voilà. Mais c'est pas du tout l'univers de base qui avait été développé. Tu l'as dit tout à l'heure, vous étiez Ouais. parti sur du post-apo, puis ensuite, on avait discuté hier, tu peux raconter, il y a eu plusieurs univers qui sont calqués sur ces mécaniques. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors bon, là, ça va peut-être intéresser plus les plus joueurs ou les passionnés du jeu de société, de l'évolution de ce que peut être un jeu. Là, on rentre un peu dans le carnet d'auteur, en fait. Effectivement, le jeu, quand on l'a repris avec Nico, donc il avait une certaine forme, c'est celle qu'il avait quand on l'avait présenté à Toulouse. Il y avait même encore avant. Oui, même encore avant. La c'était- toute première version, en fait, c'était une idée de caravane dans le désert, en fait. Ah Avec- oui, Mais c'est bien de celle-là dont j'allais parler. Avec des chameaux et des bédouins qui circulent et qui transportaient des marchandises. Et donc le plateau n'avait pas du tout la même structure, c'était pas les mêmes plateaux. Mais par contre, quand on a repris le jeu pour vraiment le développer, c'est là où il y a vraiment une accélération et qu'on a trouvé un éditeur. Le jeu avait cette forme-là, physiquement, et c'était toujours cette mécanique-là, mais par contre c'était une ville de cow-boys, c'est ce qu'on t'a dit hier. Ouais. Ville de cow-boys, puis monde de post-apocalyptique, on a vraiment travaillé graphiquement, et je pense que c'est ça qui a permis finalement de peaufiner le jeu, et de pouvoir le présenter, le retravailler, l'équilibrer pour arriver à cet univers-là en fait. Mais le monde juste précédent, c'était le monde de post-apo, apocalyptique dans un univers qu'on voulait un peu à la Miyazaki, c'est ce que je te disais, un monde un peu assez onirique. Et juste avant, c'était une ville de cow-boys. Voilà. Alors, les cowboys, ça a été abandonné parce que il y a beaucoup de jeux de cowboys sur le C'est marché. ça, c'est exactement C'est ça. pour une raison de marché, du coup. Ouais, tout à fait. Et le post-apo, ça a été abandonné pourquoi, du coup? Là, on n'a pas tout à fait l'explication. Je pense que c'était peut-être assez, pas assez évident peut-être pour les joueurs. Les joueurs doivent, je pense, aimer quelque chose qui est peut-être plus de l'ordre historique. Je sais pas. J'ai pas vraiment d'explication là-dessus. C'est pas une décision de votre part, à chaque fois, c'est une décision Alors, d'en haut, du coup. effectivement, tout à fait. Voilà. Et parfois, les jeux, les développements des jeux, ça, il y a une part du créateur et puis des fois, il y a une part de l'éditeur. Oui, Et- puis ça vient aussi des commentaires des joueurs qui nous C'est disent ça, tout j'ai à pas fait. trop accroché à cette histoire-là ou à Ah ce ouais. thème-là. Est-ce Voilà. que et on nous a proposé des idées un peu farfelues aussi. Des fois, j'en ai pas en tête, mais des fois, on nous dit mais non, ce jeu-là, en fait, il faudrait en faire, je sais pas moi, une course de voiture ou autre chose. Et on se dit non. de voiture Voilà, non, sur mais du pas. pari de... Ah, on n'y est pas du tout, là. On n'y est pas du tout. Il y a un aspect... Alors moi, le côté onirique, je vous avoue que je ne l'ai pas du tout ressenti pendant la partie. Ce que j'ai ressenti pendant la partie, c'est un côté marchand, un côté optimisation. Moi, j'ai des marchandises, je vais être un plus gros marchand que vous. Je vais avoir un village plus gros avec des objets un peu... On sent qu'on est à une vieille époque parce qu'on est à un système de score où tu vas multiplier ton armement, enfin tes objets par tes paires de villageois, donc par rapport à ton nombre de villageois. Donc plus il y a d'équipements et plus il y a de villageois, plus tu fais du score. Donc il y a un côté très tribal comme ça. Tout un côté avec aussi des territoires. Donc il y a un côté un peu vraiment
pas étatique, mais un peu marchand qui se D'ailleurs, ressent en c'est tout cas. intéressant ce que C'est tu pour ça dis, quand tu parce parles que- de caravane, ça me parle. Tout à fait. En fait, dans les retours des joueurs, ce qui est assez intéressant, c'est comment les gens s'approprient le jeu. Tout comme ça, nous on appelle ça les planchettes du jeu. C'est une table aussi qu'on constitue et donc qui va être le centre du jeu parce que c'est là-dessus qu'on va réaliser nos enchères et réaliser nos actions. Et donc, comme tu dis, c'est vraiment un jeu. D'ailleurs, on dit qu'on installe le marché. Voilà. Mais quand les gens s'approprient le jeu, ça ils appellent ça des bateaux par exemple. C'est assez intéressant. Et ça, c'est ils une appellent. forme de bateau. Hein. Voilà, et ça ils appellent ça la plaquette de clan. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant d'expliquer le jeu aussi comme ça, effectivement. Moi, On- je le ressens comme ça, en effet. Tout à fait, on a chacun notre clan et c'est vraiment, de toute manière, c'est un jeu compétitif. Donc c'est vraiment chacun pour sa gueule, quoi, tout à fait. Mais c'est notre plaquette de clan. Parce que j'ai quelques questions concernant du coup tous ces univers qui ont visité le jeu. Est-ce que, en toute modestie, il n'y a pas de problème, est-ce que il y a une déception, il y aura un univers que vous auriez aimé plutôt garder par rapport à celui-là? Celui-là est très bien. On retrouve le côté clan, le Ouais. côté marchand. Mais est-ce qu'il y en a un? Parce que moi j'ai pas vu le jeu habillé autrement, Oui, donc je alors- peux pas me prononcer. Mais c'est vrai que cette histoire de caravane ou de post-apo, Ouais, ça aurait pu tout me à fait. plaire. Alors, en fait, voilà, c'est vraiment les deux. Alors pour la ville de Cowboy, j'ai pas vraiment de regrets, bien que le jeu fonctionnait très très bien. C'est vraiment ce qui nous a permis d'accélérer le jeu, donc en fait, certains attachements. Mais on en parle justement avec Nico assez souvent. Cette première version, on l'aimait beaucoup. Et nous, on a un groupe de joueurs sur Cahors, parce qu'on est de Cahors, voilà, Chaos représente. Vallée du Lot. Vous faites du vin. Et on fait pas que du vin. Ah bon? Il y a une très bonne bière à Cahors. Ah oui, oui. Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, je ne la connais pas. J'ai confondu. Je ne la Mais il y connais. avait effectivement du vin, mais pas que. Et donc en fait, et nos amis joueurs ont un très fort attachement à cette première version qui était les caravanes en fait. On chargeait nos yaks ou nos chameaux. Mais ça se ressent. En fait, une fois que tu l'as dit, qu'il y avait une version avec des caravanes, j'arrive très bien à imaginer cet univers-là dans ce jeu. Ouais, tout à fait. Parce que les mécaniques sont celles de. Comme s'il y avait des convois de caravanes qui venaient chaque semaine Ouais, et qu'on tout à misait fait. sur les caravanes. C'était très axé marché effectivement. C'est ça. Et on a vu une mécanique qu'on a un peu abandonnée, qu'on reprendra certainement dans un futur proto. Et puis l'univers post-apo, moi j'ai un attachement particulier à l'univers de Miyazaki, et donc voilà, je le voyais bien cet imaginaire-là, ça me plaisait bien, quoi. Donc j'ai un petit regret là-dessus. Donc, enfin, moi, personnellement, j'ai pas vraiment de regrets sur les différentes versions. Ce qui était intéressant, c'était de se dire qu'en fait, chaque fois qu'on a changé de version, on a amélioré le Ouais, jeu. ça nous a amené Enfin, on est quelque parti chose. sur quelque chose et ça nous a systématiquement Ça a amélioré quelque permis, ça a donné des idées de méca. Et typiquement, quand tu fais du développement de jeu, tu sais ce que c'est. Effectivement, le thème amène. Il y a sûr. une mécanique de base et la mécanique. Voilà, c'est ce qu'on dit. Effectivement, il y a la mécanique et le thème. Dissocié ou associé, bon voilà, c'est un grand débat. Ça, c'est un grand débat. Voilà. Moi, je fais partie de la team. J'aime que le thème soit associé aux mécaniques. Tout à fait. Mais en tout cas, en développant, en trouvant un thème, à chaque fois, ça amène des idées sur la méca. C'est incontournable. Donc, comme tu dis, Nico, ça nous a amené d'autres choses. Ah oui, ça se développe des fois en même temps. Il y avait l'auteur des Fios qui nous disait qu'il avait développé les deux en même temps. Souvent, quoi qu'il arrive, le thème finit par nourrir et Ouais, donner tout au à moins fait. une mécanique. Exactement. Parce que c'est toujours un peu triste un jeu où il y a une dissonance ludonarrative et en fait la méca contredit le thème. Mais ça arrive de moins en moins en vrai, de moins en moins souvent. Du coup, là maintenant on est sur de l'univers viking avec un côté onirique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas un parcours traditionnel par rapport à plein de gens que j'ai vus. Vous êtes édité par 404 éditions, mais vous n'êtes pas venu directement en contact avec eux. Exactement. Et ça, c'est important d'en parler parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Vous êtes passé par un genre d'agent. On est estampillé, il aime bien qu'on utilise ce terme-là, effectivement, on est estampillé Forge Next. Alors comment il s'appelle? Alors c'est Gaëtan Forge Next et Forge Next. Gaëtan Bojano qui Gaëtan représente Bojano. la structure, la société. Il passe ce week-end? Alors je sais pas s'il passe, je pense qu'il sera pas là. en Ok. fait, voilà. Il est un peu de tous les salons, cet homme-là. Un homme de l'ombre et de lumière, parce qu'on parle quand même d'un des co-créateurs de concept. Voilà. Et Forge Next, ouais, c'est une structure en fait qui représente les auteurs auprès des maisons d'édition. Voilà. Donc il fait un travail d'agent. C'est ça. Et En c'est pas un travail très répandu, c'est beaucoup plus répandu dans l'univers de l'illustration, bah par oui. exemple. Et puis même dans l'univers du théâtre, moi je le connais. Mhm. Dans l'univers de la musique, je Tout le à connais. fait. Tout à fait. Mais en fait, l'agent, du coup, comme s'il n'y avait pas assez d'intermédiaires, mais c'est très bien d'avoir ces gens-là. Hein, mais c'est vrai que ça fait. Genre, vient se positionner entre l'auteur et l'éditeur. L'agent, il a son carnet d'adresses, ses contacts. C'est ça. Et son objectif, c'est de pouvoir mettre en relation les auteurs
pas avec les éditeurs, mais avec les éditeurs qui correspondent aux jeux proposés. Tout à fait, c'est ça. Parce que là, je parle là-haut et le micro est là, Il y a, donc ça il y a va une pas. recherche d'adéquation, effectivement, tout à fait. Et de négocier à votre place le C'est contrat ça, pour que le jeu Ouais, c'est ça, soit c'est un le tra- mieux possible au C'est un niveau du travail public. d'agent. C'est Ça ça. va même aussi un peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, vas-y. Oui, c'est ce que j'allais rajouter dans son rôle, c'est en fait le fait que non seulement donc, il a présenté le jeu, etc., mais il nous a aussi donné des avis pour terminer le jeu. C'est-à-dire que finalement, il y a aussi une aide à la finition. On lui présente un prototype qui lui plaît pas, il le prend pas, ça n'engage que lui. C'est comme un pré-éditeur au final. Mais ensuite, après, il nous a conseillé et il y a des choses qui ont évolué sous ses conseils, on va dire. Des choses en positif, du coup, tu as l'air assez content. Oui, Des bonnes choses, oui, quoi. tout à Si vous fait. les avez gardées, c'est que c'est des bonnes Oui, choses. on les a gardés, effectivement. Et de toute façon, des regards neufs, ça apporte toujours quelque chose au jeu. Et moi, je savais pas du tout, mais alors je savais pas du tout que ça existait, ce rôle d'agent. Donc ouais, il faut lui faire confiance pour que ça. Et du coup, ça fait un intermédiaire de plus. Et bien sûr, plus de peaufinement, mais plus nombreux on est sur un projet, et moins il nous appartient quelque part. Plus on est nombreux sur un projet, plus on fait des concessions. On dit vrai. souvent dans le cinéma que c'est un art impossible. Et tu sais Parce que- qu'il ouais. faut concorder 70 personnes en même temps pour faire un truc et que c'est impossible que le réalisateur, le film qu'il est dans la tête, il se retrouve sur l'écran c'est parce qu'il y a ça. trop de personnes qui vont rentrer dans l'équation. On dit que aujourd'hui le développement d'un jeu, alors ça dépend des jeux bien sûr, hein, mais on dit que le développement d'un jeu ressemble aussi aujourd'hui beaucoup au développement des jeux vidéo pour justement l'ensemble des personnes qui bossent et qui gravitent autour. Et Alors échelle quand même un peu inférieure parce que le jeu Bien vidéo sûr. on parle des fois de milliers de personnes. Hein. voilà, tout à fait. Mais oui, effectivement, un petit jeu indé. c'est ça. En fait, c'est l'idée que tu as une personne qui amène aussi une idée, que le jeu va se développer comme ça. Et l'éditeur aussi amène ses propres idées, donc en fait c'est plus une équipe en fait. Il faut avoir cette humilité-là, de la reconnaître aussi, de voir qu'en fait chaque personne va amener vraiment, va apporter C'est ça. une étape. Si on veut vraiment garder un maximum de contrôle sur son jeu, il faut être un minimum possible d'intervenants. Mais c'est une Ouais, quantité tout à de fait. travail monstrueuse C'est ça. et plus de chances de se casser la gueule. Tout à fait. Et là je sais de quoi je parle parce que moi je suis en plein dedans. Voilà, bien sûr. Et alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs aussi qui sont illustrateurs ou graphistes, ou qui font du développement. Voilà, donc, L'illustration, c'est l'éditeur qui vous l'a apporté ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. Voilà. Avec un illustrateur qui s'appelle, qu'on lui rend hommage quand même, Jérôme Léon. Ouais, Voilà, exactement. si le travail vous plaît, c'est Jérôme Léon. C'est un super travail d'illustration. Effectivement, ils nous ont proposé cet illustrateur-là et on a beaucoup aimé son travail voilà, dans ce thème-là. Voilà, c'est assez fort. On a pas mal œuvré, c'est très chouette parce qu'on a vu toute l'évolution de la boîte notamment et du matériel. Mais la boîte, on a eu la chance de voir plein de refs et de croquis évolutifs. C'était très chouette. Ok. Ouais. Et du coup, pour la validation de la boîte, vous aviez votre mot à dire avec l'éditeur et comment il s'appelle Et Forge Next. Et Forgenext. Tout à fait, Ou ouais, alors c'est ça. c'est juste Forgenext qui voyait avec l'éditeur. Non, en fait, Forge Next nous renvoyait à chaque fois des étapes et on a eu comme ça un petit peu l'évolution du travail, ouais, tout à fait. Ok. Alors là aussi, ça doit dépendre des éditeurs. Tu as une validation plus ou moins longue, avec plus ou moins d'étapes. Voilà. Ok, et ben voilà pour Agartha. Un jeu qui moi m'a fait plaisir à deux, je sais pas si ça me fait plaisir à plus, avec une thématique commerciale que j'aurais peut-être aimé voir sur des caravanes, mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est une aventure incroyable que vous avez menée parce que le jeu maintenant il existe et ça, Exactement, et ça c'est génial. chaque jeu qui sort, c'est un miracle. Hein. Ouais. Il faut pas oublier de le dire. C'est un tel chemin, voilà, c'est ça. C'est une quête, l'édition d'un jeu, tout à fait, c'est vrai. Du coup, juste la dernière question, est-ce que pour vous les prochains projets, c'est un autre jeu, une extension sur celui-là Qu'est-ce que vous vous arrêtez, vous en avez marre, je sais pas, vous allez vendre des glaces dans un camion peut-être hein. Ouais, c'est une Alors, très bonne idée. ça. Il n'y a pas d'extension prévue pour ce jeu à l'heure actuelle. Sinon, on a d'autres prototypes qui sont en préparation. On a aussi d'autres jeux qui sont signés et qui devraient sortir dans les années qui viennent. Ok, donc qui sont signés. Ouais, Ok. des jeux vraiment à différentes étapes en fait de toute la procédure dont on vient de parler. Mais Soit à l'ordre du proto. vous avez en fini de développement. travailler à fond dessus. Est-ce que vous avez un jeu qui va arriver en développement Il y a un jeu qui est signé et qui va être édité cette année. On pense cette année ou l'an prochain. On pense, où est-ce qu'on va le tester au premier salon On ne saura pas encore. On ne sait pas On ne encore. sait pas encore. Ah, en fait. suspense, On n'a c'est pas. plus Voilà, d'accord. suspense, c'est complet. Bon, et ben voilà pour Agartha. On va retourner au flip sous la chaleur, faire d'autres interviews bien sûr et faire tester Magic Propagande. Je vous fais des bisous. Ciao. Bon courage. Allez.